Très bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Là, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Gauthier. Bonsoir Caroline, comment est-ce que tu vas? Bonsoir Pierre, je vais super bien. Je suis très heureuse d'être là avec toi. Merci pour ton invitation. C'est vraiment, pour moi, c'est c'est un cadeau de pouvoir transmettre ici. Donc merci de me donner la parole. C'est vraiment un pur bonheur d'être là, vraiment. Merci beaucoup Caroline d'avoir vraiment accepté cette invitation, en plus le jour de la Saint-Nicolas. Et tu me disais, hein, c'est le jour des enfants, et puis clairement, là, ce jour-là, je suis persuadé qu'il y a plein d'enfants, petits comme grands, qui ont pu déjà ressentir cette magie-là, cette magie de la Saint-Nicolas dans les cœurs, dans les yeux. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, moi, aujourd'hui, dans mon cœur, mais aussi dans le cœur des enfants que j'ai pu rencontrer là aujourd'hui. Et tu me disais d'ailleurs que c'est super de faire ça à la Saint-Nicolas parce que la Saint-Nicolas, c'est la symbolique de l'être réalisé. Ouais, j'avais vu ça. J'avoue que je ne connaissais pas cette histoire. Étant moi-même du Nord-Est, on m'a jamais raconté ça comme ça. Mais j'ai trouvé ça magnifique de parler de guérison ce soir et de sclérose et toute autre chose et de parler de l'être réalisé, mais on y est complètement. Donc Saint-Nicolas a tout résumé pour nous ce soir. Donc la date tombait super bien. Puis ouais, du coup, j'ai aussi un peu regardé et j'ai vu un truc sur Saint-Nicolas qui dit la signification qui voulait dire c'est la compréhension de ce qui obstrue la Saint-Nicolas. Et j'ai trouvé ça dingue parce que clairement, si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien pour comprendre ce qui obstrue, notamment dans le cas de la sclérose en plaques, et vraiment mettre de la conscience dans ce qui se passe dans cette sclérose en plaques. Et voilà, en tout cas, on se réjouit de pouvoir apporter cette lumière à travers cet échange sur cette conscience-là. Surtout que toi, Caroline, tu es vraiment là-dedans, vraiment dans cet éveil des consciences, par notamment cette intuition, par le recherche de vraiment développer, comme tu l'as fait pour toi-même, cette souveraineté, cette puissance, ce pouvoir intérieur. Et d'ailleurs, toi, tu te dis, moi, je suis l'exploratrice de puissance intérieure. Qu'est-ce qui fait là que tu as choisi que ce terme vraiment te correspond? C'est une bonne question. C'est pas moi qui l'ai choisi en fait. C'est quelqu'un qui me demandait il y a très longtemps ce que je faisais. Donc je lui explique un peu parce que je savais pas comment me nommer. J'ai pas envie de me mettre dans une étiquette parce que j'en ai pas et je peux plutôt en sortir. Et il m'a dit mais en fait tu es une exploratrice de puissance intérieure. Et je me suis dit mais alléluia, c'est complètement ça. Et cette notion d'exploration pour moi, elle est vraiment fondamentale en moi en fait. C'est vraiment quelque chose qui me pousse à aller à l'intérieur de moi, à l'intérieur des autres, à visiter le monde, la Terre, les multidimensions, etc. Donc ce terme d'exploratrice me va bien dans tous les points de vue. Ouais. C'est clair, moi j'adore toutes ces personnes qui, tu sais, qui quand ils te voient, discutent avec toi, ils sentent tout de suite ce qui émane de toi. Et du coup, c'est juste génial que tu aies eu ce retour-là et que tu sentes que, mais oui, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça qui rayonne, qui vibre en moi. Et clairement, là, dans ce que tu as vécu, et notamment sur ton site internet ou sur ta chaîne YouTube, j'ai vu une description qui est qui suis-je? Et tu as pris un texte de Lars, comment il s'appelle, nous, cet auteur? Lars Muhl, voilà. Et j'ai trouvé ce texte-là, mais incroyable, quoi. Comme en fait tu as choisi, il te décrit, mais chaque mot qu'il a utilisé, c'est incroyable. Alors j'aimerais juste vous le partager, parce que c'est ce que tu as choisi, toi, pour dire qui suis-je? Et tu dis, c'est là, enfin, par la voix de Lars Muhl, tu dis la chose suivante: le ciel et la terre sont mes parents. La conscience est mon foyer. L'absence d'égoïsme est mon travail. La simplicité est ma voix. L'humour, mon unique arme. L'attention et l'honnêteté sont mes emblèmes. Le pardon, la foi, la patience et la croyance, mes véritables forces. Ça me fait tout. Ouais. Ça me fait chaud au cœur quand tu le dis, parce que vraiment, ces mots-là, quand je les ai lus dans un de ses livres, je me suis dit waouh, mais je trouvais que c'était tellement
Alors, j'allais dire que en tout cas, ça m'appelait tellement, ça me correspondait tellement, et j'ai trouvé qu'il définissait ça tellement joliment, en fait. Il y a tellement de beauté et de poésie, et c'est tellement puissant dans ces mots, en fait. Tout est résumé. Bon, bah, salut. Voilà, tout est là. Ah, franchement, c'est magnifique, hein, franchement, Ouais. comme texte. Et quelque part, ça représente aussi un peu peut-être tout le chemin que toi, tu as traversé à travers la sclérose en plaques, qui a commencé à l'âge de 20 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment toi, ben, ça s'est déclenché et comment tu as vécu ces débuts dans le cadre de cette maladie? Oui, avec plaisir. Alors là, je fais vraiment un saut dans le temps. J'ai vraiment eu du mal d'ailleurs à situer à quel âge ça avait commencé, mais c'était vraiment, j'avais une toute jeune vingtaine d'années. Et c'est venu par un manque de sensation dans le bras, alors que j'allais suivre un examen, un partiel en fait à la fac, donc j'étais vraiment dans ma vie, et ça a débuté comme ça. Et en fait, on n'a pas su ce que c'était tout de suite, et ça a été le branle-bas de combat, parce que mon père ayant des problèmes cardiaques, bras gauche, bon, c'était affolement, donc je me rappelle, c'était un peu les sirènes dans la rue pour m'emmener à l'hôpital. Et là, il y a eu beaucoup de tests en fait. Et donc j'ai été alitée pendant un moment, il fallait pas que je bouge, j'y comprenais rien, et là ça a débuté à je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. On me faisait des choses, je savais pas quoi, on regardait des choses, on ne me disait pas, etc. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'examens jusqu'à me sortir un terme qui était la démyélinisation inflammatoire. Donc, ok, tu as 20 ans, on parle de ça, c'est pas ce que c'est en fait. Et la seule chose qu'on m'a dit à l'époque, et pourtant Internet n'était pas énormément développé, et ça c'est une bonne chose néanmoins, c'est surtout va pas regarder ce que c'est sur Internet. Étonnamment, pour une fois, je pense que j'ai écouté, parce que j'ai pas été voir vraiment, et j'avais ça. Et il y avait vraiment une sorte d'épée de Damoclès qui était là, jusqu'à ce qu'un jour, on mette ce fameux mot de sclérose en plaques dessus. Mais c'était comme s'il fallait pas m'affoler. Mais sauf qu'à partir de ce moment-là, pour moi, ce qui a vraiment été fondamental dans, entre guillemets, cette maladie, j'aime pas donner ce terme, ça a été la perte de mon pouvoir personnel. La perte dans la façon dont on me l'a annoncé. C'est-à-dire qu'on ne me l'a pas annoncé à moi, on l'a annoncé à mes parents. J'étais totalement en dehors du système, en fait. J'étais plus là, j'existais plus. J'étais celle qui était malade, mais c'était pas celle qui pouvait guérir, en tout cas. Et ça a débuté comme ça. Et ça a été vraiment la fracture dans ma vie, de perdre ce que j'étais, en fait, de plus avoir de puissance à l'intérieur de moi, de plus être responsable de moi, de plus pouvoir me gérer et dire ce que je voulais, exprimer ce que je voulais, en fait. Donc ça a vraiment débuté comme ça. Donc là, si je comprends bien, tu as vraiment vécu un moment où tu as presque été dépossédé de ce que tu vivais par ce diagnostic médical et par finalement cet échange entre le corps médical et tes parents. Ouais, Et complètement. du coup, Et dès le début, pour moi, ça a été clair que je voulais pas que ça se sache. Et c'était pas dans le sens où je considérais que c'était pas bien, que c'était une tare ou quoi que ce soit. C'était que j'avais pas envie qu'on me mette cette étiquette sur moi, en fait. J'avais pas envie qu'on me considère comme malade, j'avais pas envie qu'on me tapote la main, j'avais pas envie qu'on me regarde avec pitié. J'avais pas envie de tout ça, en fait. Je voulais juste continuer à être moi et garder la capacité à être moi, à changer ce qu'on voulait me mettre dessus, à guérir potentiellement, etc. Et puis dans ma tête, c'était un peu flou. Enfin, ça ne faisait pas partie de ma vie encore, tout ça. Et là, je me suis vraiment sentie dépossédée de ça. Et finalement, c'est ce qui a été le plus dur. Bon, je dis pas que la sclérose a été fun, hein, mais c'est ce qui a vraiment été le plus dur pour moi. et alors là, comment toi tu fais? C'est quoi ton premier pas pour ben, justement te relever et récupérer cette puissance, hein, ce pouvoir Alors, intérieur? ça s'est fait vraiment par étapes, parce qu'après, il y a eu beaucoup de poussées. Il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de traitements douloureux, donc un mélange de tout. Et à chaque fois, j'avais cette idée en tête, cette intuition finalement qui était déjà là, que j'avais pas à être malade en fait. Et que la sclérose, pour moi, c'était une fausse maladie. Parce que ça venait, ça repartait, plus ou moins, mais c'était pas toujours là. Et j'avais profondément cette idée que j'avais pas à être malade. J'étais une marcheuse, j'étais une randonneuse, je faisais des treks glaciaires à ce moment-là. 2-3 mois après la première poussée, j'étais censée gravir le Mont Blanc. Enfin, c'était pas censé être là. Et donc, j'ai quand même toujours eu cette volonté de continuer, d'être en mouvement. C'était très important pour moi, de marcher et surtout de voyager et donc d'aller explorer. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a poussée à y aller. Et je me rappelle qu'à une époque, mon truc, c'était de partir en tour du monde, mais sauf qu'avec des traitements médicaux où tu as des piqûres à garder au frais, en sac à dos, il y a un truc qui ne va pas. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à chercher comment faire, à chercher où aller,
pour trouver des solutions pour pouvoir emmener mon traitement pendant 1 an, ce qui n'était pas spécialement bien perçu par la Sécu, et puis de le garder aux frais, sachant qu'en sac à dos, tu peux pas. Donc là, j'avais trouvé des solutions, mais c'était vraiment quelque chose de... J'ai besoin de partir, en fait, j'ai besoin d'être en mouvement, de voyager, d'explorer, et donc tout était là, en fait, et de rester en vie, de rester vraiment en vie. Mais l'idée de partir, je pense que c'était quelque chose d'intrinsèque en moi, mais avec du recul, c'est aussi un moyen non pas de fuite, mais d'être moi-même. Plus que ailleurs, on ne te connaît pas en tant que malade. Donc, tu évites d'avoir ce regard impitoyé des personnes qui te demandent comment ça va. Et toi, tu te dis, il parle juste de ma journée, mais en fait, pas du tout. Il est en train de penser à est-ce que tu n'es pas, je sais pas, en train d'être malade là plus qu'un autre jour. Ok, donc là, si je comprends bien ce que tu nous racontes, c'est que vraiment il y avait cette envie profonde de continuer le mouvement, de continuer d'aller vers l'avant et de ne pas en rester au stade de ce diagnostic. Vraiment de pouvoir t'évader. Ouais, c'est vraiment. Alors, c'est difficile parce que maintenant, c'est quand même vieux. Ça fait 28 ans que ça a eu lieu. Et j'ai tendance vraiment à oublier beaucoup de choses du passé, à être dans l'instant présent et ce qui va venir. Mais je ne me rappelle pas m'être jamais considérée comme malade, en fait. C'était dur, c'était très, très dur. Il y a eu des périodes très, très difficiles, comme tout le monde en vit, que ce soit pour la sclérose ou autre chose. Hein. Il y a vraiment des choses dans le corps qui sont très, très douloureuses. Des séquelles qui, à un moment donné, commencent à être confrontantes. Mais ouais, les traitements ont été très douloureux aussi. Et à un moment donné, il y a toujours eu cette force, en fait, cette force de vie intérieure de « mais non, mais je continue, en fait ». Quand j'ai perdu la vue à un œil, et je me rappelle d'une personne, je ne sais pas ce que c'était dans le corps médical, mais qui m'avait dit « bon, non, ça ne reviendra pas ». Ben si, j'en ai besoin, en fait, donc clairement si. Et c'était même pas pour leur dire « vous allez voir ». Non, c'était pas ça, c'est « non, je ne prends pas ton information en moi ». Et vraiment de me dire je suis pas OK avec ça, en fait. J'ai pas cette même réalité que toi. Et j'avais pas la même conscience que j'ai aujourd'hui, évidemment. Les choses ont évolué, mais déjà, à ce moment-là, je me disais, mais je suis pas OK là-dessus. Bien sûr que mon œil reviendra. Et il y avait cette idée de faire corps intérieurement, d'être chef d'équipe, en fait, de tous mes membres et de me dire, allez, on y va. Et ce allez, on y va, il était vraiment important de continuer. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où tu es à la ramasse, mais on connaît tout ça. Mais de pas spécialement le montrer, et de ne pas me permettre de le montrer. Alors, ce n'est pas la meilleure chose à faire, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu à ce moment-là, pour que les autres ne me tirent pas dans leur puits à eux, en fait. Parce que pour les proches, c'est très difficile, mais quand on est malade, on ne peut pas forcément prendre en considération nos proches à ce moment-là. Mais en fait, il se peut que certains de nos proches aient tendance à trouver ça super, d'une certaine façon, d'avoir une victime dans la famille et de vouloir t'emmener avec eux dans leur victimite. Pour moi, c'était très compliqué, ça, parce que justement, je voulais surtout pas ça, c'est tellement pas ma façon d'être. Et donc, de ne pas montrer quand ça va pas, m'éviter, en fait, de nourrir ça et d'être nourrie par leur dépression, etc., parce que j'ai pas du tout un tempérament dépressif. Ok, bah là, du coup, là, dans ce que j'entends, dans ce que tu me dis, il y a vraiment cette volonté de s'en sortir, cet espoir qui est toujours là de se dire, mais non, je vais récupérer cet œil. Ou bien non, j'ai pas cette étiquette de malade sur le front. Mais alors, du coup, il y a vraiment, et j'aimerais que tu nous parles un peu de ça, parce que, bien sûr, au départ, quand on vit ce diagnostic de la maladie, on peut être au départ dans le déni. C'est on refuse vraiment de se dire non, c'est pas possible, on n'est pas malade, on refuse le diagnostic. Mais toi, ce dont tu nous parles, c'est autre chose, c'est vraiment une forme, je sais, oui, la maladie est là, mais je ne m'identifie pas à cette maladie, je ne suis pas avec cette étiquette sur le front, et même, je vais vous montrer, d'après ce que tu nous dis, je vais vous montrer que on peut s'en sortir, on peut continuer à avancer, je peux récupérer cet œil. Et du coup, comment on fait justement pour saisir cette limite, hein, cette frontière qu'il y a entre vraiment le déni et le moment en fait où je reconnais qu'elle est là, mais sans pour autant en porter le poids? C'est une bonne question, Pierre. Alors, j'ai pas l'impression, mais peut-être que je l'ai oublié, hein, j'ai pas l'impression d'avoir vécu du déni, d'autant qu'au début, je savais pas ce que c'était, donc c'était difficile de nier quelque chose, que j'en voulais pas très certainement.
de cette maladie. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, en fait, ça s'est fait comme ça que j'ai jamais l'impression de m'être comportée comme une malade, en fait, d'avoir considéré que j'étais malade. Et pourtant, je l'avais, j'étais étiquetée 100% à la sécurité sociale, etc. Tu un peu, tu rentres à la pharmacie avec ta carte de membre, tu vois, ta carte de fidélité. Voilà, il y avait tout ça, mais il y avait quelque chose d'autre de plus puissant, en fait. Et je crois que ce truc, il s'appelle clairement la foi. Et c'est une étincelle de vie qui savait, à l'intérieur de moi, avant même que je le sache, en fait, que j'avais tellement d'autres choses à vivre et quelque chose de tellement plus grand à vivre à l'intérieur de moi, que ça, en fait, ça n'avait pas lieu d'être. En fait, il y avait quelque chose qui clochait. Dans ma tête, je me disais, mais il y a un truc qui n'est pas normal. C'était vraiment ça, en fait, de me dire, c'est pas normal, en fait. Pourquoi je suis malade, en fait? J'ai pas à être malade. Alors après, j'ai compris pourquoi j'étais malade et ainsi de suite. Et c'est ça qui m'en a sorti, d'ailleurs. Mais c'est vraiment cette étincelle de vie. Et maintenant que j'accompagne des personnes, je vois souvent des personnes qui croient avoir envie de guérir, de se transformer. Mais ça, c'est la croyance. C'est la croyance de se dire, c'est chouette, je vais entamer un processus, je vais me changer, etc. Mais sauf que dans toute maladie, dans toute pathologie, dans tout déséquilibre, il y a quelque chose de confortable aussi. Et tant qu'on reste enfermé dans ce confort, de se dire, j'attire l'attention, ou je vais prendre soin de moi parce que je suis malade, etc., ben, finalement, on reste dans cette boucle-là. J'avoue que je n'étais pas là-dedans à ce moment-là. Et vraiment, je le répète, ça ne veut pas dire que je n'avais pas des moments de baisse de régime, des moments très difficiles. C'est juste que je pense que je ne les partageais pas, en fait. Et ne pas se laisser aspirer par les autres, ça me semble super important. Alors, on peut avoir des proches qui sont super forts et au contraire vous boostent. Ça n'a pas toujours été le cas pour moi, en fait. Il y a eu différentes personnes, hein. Tout le monde n'était pas comme ça, mais c'est vraiment important de garder sa capacité à soi-même, à l'intérieur de soi-même, d'avoir la force d'avancer, en fait. Mais cette étincelle, elle est super importante à nourrir. Cette étincelle de vie, de se dire, mais voilà, j'ai des envies. Et ces envies, elles sont prioritaires par rapport au reste. Du coup, là, tu parlais de ne pas se laisser aspirer par les autres. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par ces mots-là? Alors là, je prends le clan familial. Hein. Comme j'étais jeune, j'étais encore dans ce format-là. C'est que j'avais une personne dans ma famille, pour ne pas la nommer, qui était vraiment dans la dépression, qui se nourrissait des problèmes, en fait. Donc, c'est triste à dire, mais c'est tellement, c'est tellement vrai. Et ça se voit dans tellement de familles ou de cercles de personnes, c'est qu'avoir une enfant malade, c'était affreux. Je l'entends bien en tant que parent. Hein. Mais c'était aussi formidable pour se faire plaindre. Et donc, j'avais l'impression de jouer le rôle de l'étendard qu'on allait mettre en avant pour dire « Ah, c'est dur quand même, hein, c'est dur pour qu'on puisse la plaindre et ainsi de suite. » Et ça, c'est super difficile en fait. Enfin, pour moi, c'était super difficile. Je ne voulais pas du tout jouer ce rôle-là, évidemment pas. Et au contraire, apporter complètement l'inverse. Donc, il a fallu mettre de la distance avec ça en fait, très clairement. Et toi, du coup, pour mettre cette distance-là, ça a été ces voyages que tu es parti faire? Alors, ça a été ces voyages. Et puis, au fur et à mesure, ça a été de mettre de la distance, même quand je n'étais pas en voyage, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait une distance illimitée. Et de faire en sorte d'être entourée de personnes qui me nourrissent et que je puisse nourrir, mais pas dans leur ego, dans vraiment leur présence pleine d'amour à l'intérieur d'elle-même. Et tout ce qui me desservait, en fait, ça me mettait dans une dose de stress, en fait, de malaise, de devoir réconforter l'autre, en fait. C'est très souvent, hein, mais quelle que soit la pathologie, hein, qu'en tant que malade, on doit réconforter les autres et donner de la force aux autres pour aller mieux. Et je le comprends vraiment parce que c'est très dur d'être à côté de quelqu'un de malade parce qu'on se sent impuissant. Mais en même temps, on ne peut pas tenir les deux non plus. On ne peut pas se tenir soi-même et aider les autres. Il y a un moment donné, on ne peut pas tout faire à la fois ou en tout cas pas tout le temps. Donc ça a été vraiment de devoir m'éloigner de ça parce que c'était par rapport à la maladie, mais par rapport à tout le reste aussi. Donc les personnes qui vous emmènent avec elles dans leurs problèmes, on peut les aider quand elles veulent s'aider elles-mêmes. Et puis après, je conseille fortement de prendre de la distance. Justement, là, c'est ce que tu cites, vraiment ce que tu racontes, là, c'est vraiment un point tellement important, sans pour autant être là dans le jugement, hein, bien sûr, puisque ces personnes qui ont des comportements toxiques sont des personnes souffrantes. Donc là, il ne s'agit pas de les juger, mais néanmoins,
clairement, ça a un impact sur la personne et notamment sur les personnes qui ont une sclérose en plaques qui peuvent vivre dans un environnement toxique comme celui-ci. Ce qui est jamais évident de sortir de l'emprise d'une personne comme ça dans une relation toxique, mais en plus, quand c'est un proche, ça demande une force vraiment colossale. Comment toi, tu as trouvé ces ressources en toi pour justement t'affranchir, mettre cette distance, mettre cette barrière pour simplement un geste d'amour, de respect vis-à-vis de toi-même, de protection. Ouais. Bah, c'était un processus en fait, hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça aurait pu se passer du jour au lendemain, mais peut-être pas en paix. Enfin, pas en paix de mon côté. Et en fait, je pense que ça a vraiment été un processus sur la durée, jusqu'à ce que, donc j'ai vraiment grandi, hein, jusqu'à ce que j'ai une fille et que je me rende compte que ça avait une influence sur elle aussi. Donc en fait, autant je pouvais supporter des choses, autant quand j'ai vu que ça se remettait sur ma propre fille, et que ces personnes-là avaient la même incidence dessus, là, en tant que mère, il y a une louve qui sort et qui n'accepte plus. Donc, il y a des choses que je pouvais accepter encore à petite échelle, même si à chaque fois, je mettais de la distance. Mais là, ça a été fini, en fait. Donc là, voilà. Finalement, c'est ça qui m'a servi pour mettre un stop. Mais par contre, je me suis posé beaucoup de questions de savoir, est-ce que ici, mon âme, était là finalement pour aller au-delà et essayer de continuer à être en relation avec cette personne ou ces personnes, ou au contraire de se dire je suis là aussi pour apprendre à couper, quel que soit le lien en fait, même si le lien est très fort et familial, etc., d'être là pour couper. Et en fait, voilà, la solution a été donnée parce que c'était plus correct pour moi, c'était pas respectueux, en fait, ça servait à rien. Parce qu'en fait, ça sert à rien ni à l'un ni à l'autre de nourrir une relation qui est toxique et il n'y a aucun intérêt. Alors, finalement, toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toutes ces personnes, peut-être, qui sont dans cet environnement toxique? Et c'est pour vraiment couper ces liens. Qu'est-ce qui pourrait aider ces personnes à faire ce chemin-là? Alors, c'est de retrouver, mais en fait, c'est pour tout, parce que on n'en a pas encore parlé, mais c'est pour tout le principe de la guérison elle-même, de retrouver suffisamment d'amour pour soi-même pour se mettre en priorité. Et c'est ça le chemin à faire, parce que finalement, quelle que soit la relation, on attend toujours quelque chose en fait. Et il y a toujours un donner et recevoir. Et c'est correct que ce soit comme ça. C'est pour ça qu'on est tous en interrelation, enfin en relation. Mais de voir ce que ça vient nourrir en soi. Et des fois, c'est une recherche de reconnaissance. Enfin, c'est quasiment tout le temps le cas, une recherche d'amour. Mais ça veut dire que la recherche d'amour, elle est à l'extérieur de soi, elle n'est pas à l'intérieur de soi. Donc, d'aller voir les parts de nous où nous manquons d'amour pour pouvoir en fait les conforter par nous-mêmes, c'est déjà un premier point. Après, on peut largement expanser, mais les conforter par nous-mêmes, par l'amour qu'on peut se porter, pour ne pas attendre de l'autre qui nous donne un signe d'amour, en fait, ou une validation d'existence, parce que c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est le principe même de la sclérose en plaques. C'est, alors, de toute maladie, de rechercher l'amour en règle générale, qu'on croit ne pas avoir reçu d'une certaine façon, mais pour moi, les maladies auto-immunes, en règle générale, c'est une non-reconnaissance de soi-même. C'est que notre corps lutte contre nous-mêmes, alors même qu'il n'y a rien, en fait. Nos cellules ne nous reconnaissent pas. Et c'est de dire, mais je me reconnais, en fait. Je me reconnais profondément. Et je me reconnais en amour et je me reconnais dans mon entièreté. Et ça, c'est tout le chemin à faire, que ce soit pour soi-même ou vis-à-vis des personnes. Mais après, les personnes, elles bougent automatiquement en fonction de comment on est nous. Donc, l'échiquier va se transformer autour de nous. Alors, des fois, on doit mettre un petit coup de poing sur la table pour que ça se transforme. Et puis, des fois, de fait, ça va partir tout seul parce que plus on va reprendre notre place à l'intérieur de nous, plus on se densifie de nous-mêmes et de notre amour, et plus le reste n'a plus sa place. En fait, ça ne peut plus venir nous grignoter. Mais des relations toxiques, elles viennent toujours quand il y a un espace à prendre à l'intérieur de soi. Et à l'époque, de fait, il devait y en avoir plein des espaces à prendre à l'intérieur de moi. Sinon, je n'aurais pas été malade. C'est juste évident. Ah, c'est vraiment ce que tu dis, c'est pour moi vraiment fondamental autour de la sclérose en plaques. Clairement, quand tes propres anticorps s'attaquent à une partie de toi, c'est que une partie de toi est devenue étrangère. Tu ne la reconnais plus. Donc là, c'est pas une reconnaissance d'amour. Et c'est clair que la sclérose en plaques, c'est d'abord un chemin d'amour et de reconnaissance de soi-même. Et là, du coup, toi, tu as toute cette expérience là-dedans. Tu as vraiment fait ce cheminement. Tu accompagnes aussi des personnes
vers cette reconnaissance d'elle-même, cet amour d'elle-même. Là, face à cette difficulté qu'on peut tous ressentir de peut-être par moments se dévaloriser, ne pas s'apprécier, peut-être même sans vouloir se trouver nul, quel va être le premier pas, Caroline, pour vraiment aller sur ce chemin de l'amour? Ah Le premier pas, c'est qu'il y en a tellement des pas. Parlez-nous de tous ces petits pas dans ce cas-là. Plein de petits pas pour avancer. Je dirais, je serais tentée de dire que c'est de comprendre en fait ce qui fait qu'on croit ne pas avoir de valeur, ce qui fait qu'on croit ne pas être aimé, ne pas être digne d'exister, ne pas avoir notre place à l'intérieur de nous, ne pas avoir notre place sur Terre, et ainsi de suite. Et de comprendre ça, en fait. Alors, ça peut être dans une compréhension globale, et puis évidemment, là, par expérience, j'allais dire je presse pour ma paroisse, mais c'est juste par expérience en fait, d'aller voir intuitivement en soi ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit mais je ne m'aime pas. Alors souvent quand on se dit je ne m'aime pas, les personnes on va se dire je ne m'aime pas physiquement ou je ne m'aime pas, etc. Mais des fois, on peut croire qu'on s'aime, on peut croire qu'on est à notre place, qu'on se dit mais si c'est très bien, etc. Mais en fait, quand on se rend compte qu'on est complètement à côté de soi-même, qu'on essaye de donner de l'amour aux autres et d'être celui ou celle que les autres attendent de nous, on se rend compte que, ah mais non, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'être ça, et de récupérer ces parts-là de nous pour être vraiment qui on est. Alors, ça se fait pas forcément du jour au lendemain, mais au début, il peut y avoir des bonnes grosses doses de récupération d'amour de soi pour se rendre compte qu'en fait, on n'a pas à être ce que l'on croit que les autres attendent de nous, parce qu'en plus, peut-être qu'ils n'attendent même pas ça de nous. Bon, des fois, il y en a quand même qui attendent pas mal de choses, mais c'est un bon cheminement, en fait, de voir de là où ça vient, de comprendre les causes, en fait, qui font que l'on croit, et j'insiste vraiment que l'on croit ne pas être aimé. Parce que dans tout ça, comme tu le disais, les personnes toxiques, etc., ou la famille, parce qu'on démarre tous assez jeunes dans cette pathologie, je crois, et ont eux-mêmes leurs blessures, leurs souffrances, etc. Donc, il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de mal, enfin, il n'y a pas de problématique là-dessus, mais c'est que chacun reprenne vraiment sa place, son amour, sa capacité vraiment à être en soi. Et cette capacité à être en soi, moi, j'ai eu une info à un moment donné sur mon parcours où je me suis dit, merci, mais merci. Et je l'ai pas mal pris du tout. C'était en gros, j'étais la troisième des filles, enfin je suis la troisième des filles, et il y a toujours eu cette question de tiens, est-ce que vous auriez voulu un fils? Et on me dit mais non, mais pas du tout, c'était parfait, etc. Et en fait, si. Tout à coup, j'ai eu une info, mais pas intuitivement, c'était juste vraiment une info qu'on me donnait d'un point de vue familial, qu'on attendait un fils. Et donc là, je me suis dit, au lieu de me dire « Oh mon Dieu, c'est affreux, etc. », non, je me suis dit « Mais merci, merci de me donner cette info », parce que là, en fait, ça expliquait déjà tellement de choses, en fait. De comprendre que tu arrives déjà, bon, si on parle juste intra-utérin, etc., tu arrives au monde et en fait, on t'attend pour autre chose que ce que tu es. Donc toi, tu vas passer ton temps à essayer de combler ça et à essayer d'être celle que tu pourrais, enfin, qui pourrait faire plaisir, en fait, à toutes ces attentes. Donc évidemment que tu es à côté de toi-même. Évidemment que tu ne peux pas te reconnaître parce qu'on ne t'a pas reconnu comme celle ou celui qui arrive. Et je ne suis pas la seule, évidemment, et ça peut prendre des formats différents. On n'a pas tous une sclérose en plaques quand on a ça, on serait assez nombreux. Mais voilà, c'est des cheminements comme ça, de comprendre en fait ce qui fait qu'on se met au service, entre guillemets, de l'attente des autres et non pas des nôtres. Et déjà de connaître quelles sont nos attentes, qu'est-ce qui nous nourrit nous-mêmes, en fait, qu'est-ce qui nous fait plaisir, c'est quoi notre vibration, c'est quoi qu'on vient amener sur Terre, en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ça a pris un certain temps, puis il y a eu des gros déclics quand même sur le chemin. C'est vraiment... franchement, je bois tes paroles là, parce que c'est clair que cette existence, cette recherche de qui on est vraiment à l'intérieur de nous, ça demande de passer par vraiment plusieurs obstacles, épreuves, qui sont là, mais qui sont là aussi quelque part pour nous faire grandir, pour nous permettre d'arriver à ça. Que d'une part, effectivement, peut-être, c'est des gens, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui ont vécu ça, de ne pas se sentir accueillis dans leur famille. Par exemple, de ce que tu cites, on attendait plutôt un garçon, ou bien simplement, on ne t'attendait pas, on ne te souhaitait pas. C'est ces gens qui vivent ça, et qui, du coup, constamment sont dans une recherche de cet amour, de cette reconnaissance, auprès peut-être de leur famille, de leurs parents, qui nourrissent une colère, en fait, de cette injustice de ne pas avoir cette reconnaissance, de cette existence.
mais aussi toutes ces relations toxiques dont on parlait aussi, qui par moments se trouvent au sein de notre propre famille et qui nous conduit en fait à accepter des choses qui font qu'on ne se respecte pas, qu'on devient quelqu'un qui est totalement étranger à qui on est vraiment au fond de nous. Et même au-delà de ça, quelque part, il y a cette loyauté familiale. Il y a cette loyauté familiale de dire, tiens, si je ne suis pas en fait ce que ma famille a prévu pour moi, eh bien, je pourrais être exclu du clan. Et là, dans ce cas-là, je vais suivre ce chemin, alors que c'est pas du tout le mien. Et en fait, dans la sclérose en plaques, on rencontre énormément de personnes comme ça qui suivent des rails qui sont les rails tracés par leur famille et qui passent toute une vie, justement, à ne pas aller à leur propre rencontre. Et toi, justement, Caroline, j'aimerais bien savoir que tu nous parles un petit peu de toi, comment tu es allée à ta propre rencontre, comment tu t'es découverte. Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, clairement, sur la loyauté familiale. Parce que j'étais partie, enfin un aparté, j'étais partie aussi sur les rails sur lesquels on m'avait mis, puisque troisième fille, il fallait un homme pour reprendre l'entreprise familiale qui était plutôt une entreprise d'ordre masculine, etc. Donc moi, pour vouloir bien faire, j'étais partie pour faire ça en fait. Alors que quand on voit aujourd'hui, on dit c'est pas forcément la place que j'avais, donc il y avait quelque chose qui luttait contre ça. Comment ça s'est passé pour retrouver le chemin alors, pour moi, il y a quand même quelque chose de fondamental dedans. C'est vraiment, mais elle arrive au fur et à mesure, mais c'est de retrouver sa divinité intérieure. Et ça, cette quête, elle était là en moi depuis longtemps, mais je l'acceptais pas. J'étais pas forcément dans un environnement qui me le permettait. Et en fait, il y a eu un énorme déclencheur, en fait. Alors, il y a eu d'autres choses avant, hein. Mais un énorme déclencheur, c'est lorsque donc je suis partie en voyage, je suis partie très loin, et quand j'étais en Alaska, j'ai fait la découverte de la communication animale intuitive. Et donc là, en fait, de récupérer ce pouvoir-là en moi, ça a fait des poum poum poum. Et ça m'a remis à ma place, en fait. C'est comme si tout à coup, j'ouvrais une porte, je me disais, ah mais c'est chez moi, en fait. Ça, c'est chez moi. Et donc, au fur et à mesure, je l'ai développé pour autres que les animaux, pour les personnes, pour moi-même, etc. Et cette intuition de le redévelopper pour moi-même me permettait d'aller voir en moi là où ça buguait un peu, là où il y avait des manques d'amour, là où il y avait des dysfonctionnements, d'aller voir dans mes propres mémoires, quelles qu'elles soient, ce qui venait dire une information contraire de ce que je voulais. Parce que c'est ce que je disais, des fois, les personnes veulent guérir, mais si à l'intérieur de soi, on a une information contraire qui dit non, surtout ne guéris pas, tu n'as pas le droit de guérir, et puis finalement, ça t'arrange bien d'être malade ou je ne sais pas trop quoi, on a tout le panel généralement, en fait, on pédale dans la roue du hamster, mais on ne peut pas vraiment s'en sortir. Donc, c'est vraiment important d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui fait que finalement, je ne me permets pas d'aller bien. Alors, le aller bien, c'est autant une maladie qu'autre chose. De qu'est-ce qui fait que là, je m'interdis? Et ça peut être tellement varié, les réponses, et d'aller voir toutes ces couches-là. Et j'ai été les voir, hein, vraiment, j'ai été les voir de toutes les sortes jusqu'à grandir, expanser, pour retrouver ces parts-là d'amour, en fait. Pour vraiment me réapproprier mon être et à chaque fois de récupérer. Moi, je me vois vraiment comme un chef d'équipe intérieur. Alors maintenant, je me sens moins chef d'équipe dans le sens où je me sens plus unifiée à l'intérieur de moi, mais dans le sens où si j'avais mal à la jambe, par exemple, je ne me disais pas « Oh mon Dieu, c'est affreux, etc. » Je me disais « Allez, on y va tous. » Entre guillemets, toutes mes petites cellules, on y va tous pour aider cette part de moi. C'est le côté collégial intérieur. Et de récupérer tout cet amour-là, amène au fur et à mesure à retrouver un amour de soi à l'intérieur de soi qui est tellement plus grand. Et à chaque fois qu'on va libérer quelque chose qui n'est pas à l'équilibre, qui n'est pas en lien avec ce que l'on est, on récupère plus d'amour, plus de bien-être, plus de grandeur. On se dit « Ah, mais avant, je n'étais pas bien, mais je ne le savais pas, en fait. » Et c'est phénoménal, comme au fur et à mesure, ça grandit, ça expanse. Il y a de plus en plus de lumière à l'intérieur de nous, de plus en plus d'amour. Et ce qui fait que tout l'amour qu'on s'accorde à nous-mêmes, on peut le transmettre en fait, et on peut s'ouvrir, et donc on peut montrer qui on est. Mais pour montrer qui on est, il y a besoin de se réapproprier la capacité à être déjà qui on est. Parce que
Au début, ça fait des gloops, puisque quand tu as toujours vécu une autre facette de toi-même et que tu te dis, oui, mais en fait, je ne suis pas ça, donc je vais être par là. Bon, il faut aller récupérer tout ça, parce que ce n'est pas évident entre passer de la direction d'une quincaillerie à exploratrice de puissance intérieure, tu vois, il y a un petit chemin. Mais c'est juste magique, ce n'est pas forcément toujours confortable, et toutes les personnes qui font un chemin le savent bien, mais à chaque pas franchi, en fait, à chaque amour récupéré à l'intérieur de soi, on retrouve notre liberté, en fait. On retrouve notre liberté d'être, parce qu'on n'a pas besoin de l'amour des autres, on n'a pas besoin de la reconnaissance des autres, on n'a pas besoin de la validation, donc là, souvent du clan familial, quand même, et même de la société en règle générale. Donc, on n'a plus besoin de tout ça, puisqu'on s'auto-valide, on va chercher notre propre reconnaissance. Et c'est vraiment quelque chose de de très collégial à l'intérieur. Il y a vraiment de plus en plus d'amour pour soi et de respect de soi et d'honneur de sa propre présence. Alors ça, c'est vraiment tout ce que tu racontes, c'est vraiment ce chemin vers notre puissance intérieure, d'être capable de s'apporter tout ça sans attendre de l'extérieur que voilà, cette reconnaissance, cet amour arrive. Et dans ce que tu dis là, par rapport à la maladie, la sclérose en plaques, mais même, je pense, toutes les maladies, ça me semble intéressant de se rendre compte que notre comportement initial, ça va être de combattre. Le symptôme, ça va être vraiment de s'acharner contre, peut-être d'utiliser des mots, des gros mots en fait, pour s'énerver contre cette partie de soi qui est souffrante. Et bien sûr, on entend souvent les gens ont beaucoup de courage, beaucoup de force, ils combattent. Ça, c'est bien, bravo pour cette courage, bravo pour cette force, mais pour quelle raison, du coup, s'attaquer à soi-même, s'attaquer à cette partie de soi qui est simplement, effectivement, toute maladie, c'est une partie de soi qui est blessée, et comme tu l'as fait, qui est important d'accueillir. Et là, en fait, il y a un changement de mindset, d'état d'esprit que tu as vécu, que j'ai vécu aussi, simplement d'accueillir avec amour cette part de soi souffrante, même si c'est inconfortable, même si effectivement, bien sûr, il y a de la souffrance. Mais faire équipe avec chaque part de son corps blessé pour quelque part, comme tu dis, se réunifier, quoi, quelque part, se remettre ensemble en marche vers cette guérison, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que des fois, quand je peux le dire maintenant à des personnes, de surtout luttez pas, mais accueille. Mais ça peut faire peur parce que c'est comme d'accueillir un cancer ou n'importe quoi, parce que c'est le même principe finalement. On se dit, mais ça va se développer plus, en fait. Donc, j'en veux pas, j'en veux pas. Mais en fait, quand on comprend fondamentalement que tout ce qui nous arrive, c'est toujours dû à un manque d'amour, alors de soi, pour soi, mais bien au-delà aussi, mais pas forcément des personnes, vraiment de soi, de notre capacité à accueillir de l'amour, finalement, on dit, mais allez, au contraire, je vais donner plein d'amour à cette soi-disant maladie, en fait. Cette maladie qui n'est qu'une succession, enfin, une liste de symptômes qu'on a mis ensemble, en fait, et on lui met un nom, et voilà. Et ça peut être très enfermant si on y croit. Mais si on comprend que c'est juste des symptômes et que ces symptômes viennent nous dire quelque chose et qu'on peut aimer ça et être en gratitude de ça. Alors, quand on a mal, quand on n'est pas bien, quand on souffre, quand on ne voit pas le bout du chemin, quand peut-être on vient de se prendre ça, là, la nouvelle qui tombe, c'est difficile sur le coup, c'est juste évident. Mais c'est pour ça que c'est important de passer le message que plus on va aimer, plus on va accueillir et finalement plus le chemin il sera doux en fait. Parce que cette lutte, alors moi je l'ai pas fait, j'ai pas lutté contre moi, encore que voilà, j'étais pas au top du top, vraiment j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc comme si j'étais super Caroline, mais en tout cas je me rappelle pas de moments où je baissais totalement les bras et j'avais pas l'impression de lutter contre moi, mais par contre ça c'est un truc que j'avais pas vu venir jusqu'à un certain nombre d'années sur ce chemin, c'est que j'étais très dure avec moi, parce que le fait de pas vouloir le montrer à l'extérieur, le fait de me dire toujours allez on y va, etc., c'est pas grave. Et en fait, il y a un truc dont je me suis aperçue encore maintenant, c'est de nier sa propre souffrance. C'est très dur. Et la dureté, en fait, je l'ai reconnue elle-même il y a quelques années, de me dire waouh, mais en fait, c'est super dur en moi vis-à-vis de moi-même. Parce qu'à vouloir être fort, on devient dur. Et en fait, la force et la puissance peut être beaucoup dans la douceur, au contraire, de s'accueillir en douceur, de s'accueillir en amour.
et de lâcher ça. Mais vraiment, ça, je crois que c'est un message super important à faire passer ce soir, c'est d'accueillir sa propre souffrance, de ne pas nier la souffrance, mais de juste de pas forcément plonger dedans, mais de l'accueillir en amour et d'accueillir le fait qu'on souffre. Parce que c'est pas pour nier cette maladie, et, ni une autre. C'est difficile, en fait. C'est difficile ce qu'on vit, évidemment. Et d'accueillir cette propre souffrance fait partie du processus. En tout cas, ça se rappelle souvent à moi quand j'ai quelque chose dans le corps. C'est peut-être la seule séquelle que j'ai maintenant, c'est de me dire que quand j'ai une souffrance, je suis hyper triste, en fait, tellement je veux plus faire de mal à mon corps, tellement c'est quelque chose d'impossible, en fait, de me dire que je pourrais souffrir à nouveau, non pas parce que je veux pas, mais parce que je veux pas le faire souffrir lui. Et c'est vraiment dans cette idée d'équipe de non, je t'aime tellement, je suis tellement en gratitude pour toi et que je veux pas t'apporter ça, en fait. Donc, je vais tout faire pour t'aimer encore plus et aimer tout ce qui est là et aller voir ce qui est de l'ordre du non-amour ou d'une lutte intérieure et bien au-delà. Parce que là, on parle du corps ici, on parle de nous ici. Mais quand on va voir en transgénérationnel, dans toutes nos lignées ou dans toutes nos autres vies, etc., et peu importe les croyances, en fait, quand on va voir dans tout notre champ d'information, là, il y a tellement de choses à prendre en considération que c'est énorme, en fait. Donc, le job, il ne s'arrête jamais. Mais par contre, pour le dire aux personnes qui sont concernées, les symptômes, eux, peuvent s'arrêter vraiment rapidement, en fonction de chacun. En tout cas, ouais, ce que vraiment, j'y adhère totalement à cette recherche de douceur, d'indulgence. C'est un chemin que j'ai aussi parcouru parce que j'étais cette personne dure avec elle-même, intransigeante, à me retourner de la colère vis-à-vis de moi-même avec ce sentiment de culpabilité très fort. Et le sentiment de culpabilité, c'était le noyau qui faisait que ma colère me revenait de plein fouet. Et c'est ça, en fait, c'est avec ça que je traitais mon corps. C'est avec ça que je traitais mon cœur. Et à chaque moment très intense qui se sont déroulés comme ça a été des moments de poussée. Donc j'ai dû apprendre à changer intérieurement et à découvrir qu'est-ce que c'est être doux, qu'est-ce que c'est indulgent, être indulgent vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que c'est, en fait, simplement reconnaître que ton corps qui t'envoie ce symptôme, il est pas là pour te faire souffrir, il n'est pas là pour t'embêter, il est là pour te dire, là, aujourd'hui, le chemin que tu prends n'est pas OK. C'est pas ce chemin qui est fait pour toi, c'est pas celui qui va te permettre de t'épanouir. C'est sa seule façon, c'est le seul moyen qu'il a de se manifester à toi pour que tu l'écoutes. Et peut-être que même, il t'a envoyé des signaux avant, mais que tu n'entendais pas. Du coup, toi, tu as beaucoup parlé de ça, de cette capacité à devenir qui on est, à développer ça. Tu as eu cette expérience, par exemple, avec la communication animale qui a été ce déclencheur. Et quelque part, c'est cette identité d'exploratrice qui t'a permis de toucher. Comment, en fait, des personnes qui, peut-être, tout le monde a des ressources en elles. Ça, c'est vraiment important. Peut-être certains encore en dormance, d'autres un petit peu plus développés. Mais comment on va aller, justement, déclencher, développer ce côté explorateur pour aller connecter qui on est? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, aux personnes pour aller vraiment être dans cette exploration et aller sur ces rails pour devenir vraiment qui on est à l'intérieur de soi? Alors, je leur dirais bien, venez, venez apprendre comment être fité parce qu'intérieurement, ça sera beaucoup plus simple et on verra tout comment ça marche. Mais il y a déjà des choses simples à faire où généralement, parce que là, j'ai pris un peu le truc rapide de la com animale, mais c'est de faire ce qui nous fait vibrer, en fait. Parce que souvent, on essaye d'être dans un truc où il faut être comme ça. Et il faut faire un job pour gagner de l'argent, pour ceci, cela. Et généralement, le job est vraiment un truc clé pour les personnes. Et c'est normal puisque ça nous permet de subvenir à nos besoins. Et c'est hyper dur d'être dans un job qui ne nous plaît pas. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais faites ce qui vous fait vibrer. Parce que ça va déjà faire une ouverture pour aller rechercher à l'intérieur de soi, ok, j'aime ça, j'ai envie de le faire, en fait. Donc, de laisser toutes ces croyances aussi de on n'est pas là pour faire ce qui nous passionne, etc. Il faut aller au turbin et on ne peut pas vivre de sa passion et tous ces blablabla. Parce que ça nous permet de récupérer en fait de l'ouverture à l'abondance et à la confiance que les choses vont bien se passer parce qu'on est à notre juste place. Et ça, c'est déjà une façon toute simple, entre guillemets, de se repositionner en nous, de dire ok, mais moi, je sais pas, j'aime le tricot par exemple, pas moi, mais si quelqu'un aime le tricot,
ou je suis surfeur, ou voilà, et se dire, mais c'est ça que je veux faire en fait, et se permettre de le faire. Parce que personnellement, quand j'étais encore malade, je crois, j'avais encore des poussées, un truc comme ça, quand j'ai... Je suis pas sûre, mais bon. Et quand j'ai découvert la com animale, et en fait, quand j'ai tout largué, parce que en fait, si je partais souvent quand même en voyage, c'est que c'était pas bien dans mon job non plus. Si j'avais été passionnée par ce que je faisais, je serais pas partie. Mais là, quand j'ai découvert ça, en fait, j'ai tout lâché. Et je me suis dit, ben, je vais me mettre à faire ce que j'aime. Mais c'est pas évident parce que ça confronte des peurs de dire, ouais, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes moyens? Etc. Et donc là, on va tout voir à l'intérieur de soi. Donc évidemment, pouvoir intuiter en soi et comprendre tous les mécanismes intérieurs, ça aide. Mais vraiment, de pouvoir se réajuster à soi-même, se dire, ok, ben moi je suis faite pour ça en fait. Moi, ma passion, c'est le tricot, ben, j'y vais à fond parce que je sais que dans mon être-té, je suis là pour apporter ça au monde. Et alors, en fait, ben, votre corps, il est tout content de ça. Alors peut-être qu'au début, il va y avoir quelques petits trucs encore à réajuster, mais de se remettre dans qui on est, pour moi, c'est un peu le Graal de l'acceptation de soi, de la reconnaissance de soi. Alors, souvent, ça passe par le job, par expérience de ce que je vois, parce que c'est une façon de se manifester, mais c'est dans tous les états d'être. Ça va pour même une mère au foyer et de se dire, mais comment j'ai envie de vivre mon foyer, en fait? Comment je veux vivre la relation avec mes enfants? Comment je veux vivre tout ça? Et se réapproprier tous les pans de sa vie, ses relations professionnelles, de couple, avec ses enfants, avec ses amis, avec les finances, avec n'importe quoi, en fait, tout ce qui est dans nos vies, de se réapproprier tout ça pour le faire vraiment comme nous, on le sent, en fait. Que ce soit quelque chose qui soit aligné avec qui on est. Alors, c'est pas forcément évident, et ça veut pas dire qu'il faut virer tout le monde autour de soi si ça correspond pas, mais de réaligner ça, en fait, fait que notre énergie, elle peut déjà rentrer en nous, un peu mieux, beaucoup mieux. Et ça crée de la puissance, en fait. Et donc, cette exploration, bah, c'est de se dire, bah, déjà, éventuellement, commencer par ça, de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, à quoi j'ai envie que ma vie ressemble, en fait. Je veux que mes journées, elles ressemblent à quoi? Je veux être en relation avec qui? C'est qui les personnes que je veux attirer à moi, en fait? Je veux apporter quoi sur Terre, etc. C'est quoi la vie rêvée que je souhaite? Et je pense que ça, c'est déjà un truc tout simple. Bon, à mettre en place, ça crée quelques aléas, mais tout simple à aller chercher. C'est une première des explorations. Mais l'exploration, au fur et à mesure, elle se fait par la curiosité de se dire, tiens, mais ok, bon, j'ai peut-être tout mis dans ma vie comme je voulais, ça ne marche pas encore, j'ai un fort doute là, mais il y a d'autres choses à l'intérieur. Donc là, alors évidemment, je vais parler d'un point de vue intuitif, mais d'aller voir intuitivement ce qui fait que... il y a des parts qui ne sont pas alignées en nous, où il y a des énergies qui ne sont pas à l'intérieur de nous, où il y a des énergies qui sont en nous, mais elles ne devraient pas y être, donc ça prend de la place, donc je ne peux pas me reconnaître pleinement, et ainsi de suite. Il y a un tel panel de causes, parfois, mais qui, à chaque fois, quand même, débouche toujours sur un non-amour. Donc, d'activer cette curiosité pour se dire, OK, peut-être le premier truc à faire pour ne pas se prendre la tête, surtout quand on ne sait pas faire, c'est « j'ai envie de quoi, en fait ?» Et tout à coup, généralement, les gens, ils ont le sourire, ils vont bien. Et quand on va bien, notre corps, il suit. On se réajuste à sa propre place. Ça me semble fondamental. Ouais, c'est vraiment très important ce que tu dis hein, par rapport à ce fait d'aller vraiment connecter des gens, cet environnement positif. Peut-être que ça passe déjà par le fait d'oser dire non à certaines relations. On ne se sent pas aligné avec ces personnes, voire même c'est des personnes qui ne nous respectent pas. Déjà, effectivement, mettre cette barrière, faire le tri, connecter des gens qui nous font vibrer parce qu'il y a quelque chose en eux qu'on reconnaît, qui fait écho avec ce qui est à l'intérieur de nous, pour nous nourrir, pour quelque part nous pousser. Et en fait, aller, comme tu le dis, hein, effectivement, aller oser vivre la vie que l'on souhaite vivre, aller faire ce qu'on veut faire. Mais là-dedans, effectivement, c'est un sacré challenge. Clairement, c'est un sacré challenge, d'autant plus que, en fait, ce qui va relier aujourd'hui, pour moi, toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques, notamment au moment des poussées, c'est la notion, c'est le sentiment plutôt d'insécurité, d'instabilité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans la vie de ces personnes, cette insécurité, cette instabilité, dès l'enfance. Sentent souvent, en fait, parce qu'il y a des parents qui sont défaillants ou parce qu'il y a des parents toxiques. Ça existe, c'est là. Et du coup, cette insécurité et cette instabilité fait que la peur de ces personnes d'aller se lancer vers ce qui leur correspond est encore plus forte.
Donc, Caroline, bah, j'aimerais bien savoir, toi, voilà, comment on peut accueillir cette peur et comment on peut ben, la surmonter pour aller vraiment ben, libérer ce blocage qui est un peu comme cette paroi qui nous sépare de la vie qui nous inspire. Euh, c'est une bonne question, Pierre, encore. Vraiment, pour moi, ça vient du fait de récupérer sa capacité et sa conscience que nous créons notre propre vie. Et à partir du moment où on arrive à comprendre déjà, tout bonnement, hein, que je me suis créé ma sclérose en plaques, personne n'est venu me dire, tiens, tu as une sclérose en plaques. Et même si c'était un produit qu'on m'avait injecté qui l'avait déclenché, mon corps l'aurait déclenché. Donc, je suis responsable de ça. J'en prends pas la cause, je me dis pas que c'est super, mais juste j'en ai cette responsabilité. Et ça, c'est génial. Parce que si j'ai créé quelque chose qui marche pas, je vais juste rebrancher mon ordi. Si j'ai créé quelque chose qui marche pas, ça veut dire que je peux le faire dans l'autre sens aussi. Donc, j'ai tout pouvoir pour changer ça. Et ça, c'est magique. Excusez-moi, je rebranche l'ordinateur. Et donc, de comprendre qu'on a vraiment, en toutes circonstances, notre capacité à créer notre vie, que ce soit dans notre corps, dans les personnes qu'on attire à nous, dans les éléments, toutes les situations de vie, c'est vraiment se reconnaître soi et se reconnaître en tant que capacité et que puissance. Et donc, plus on a de la puissance intérieure, plus on peut vibrer et plus on peut comprendre qu'on peut se transformer. Et donc, on peut déclencher ça, en fait. On est en capacité de faire autre chose. Ce qu'on a fait, on peut le défaire. Et on peut faire ça dans tous les sens. On passe notre temps à ça. Notre corps, il se transforme constamment, en fait. Donc, on se réajuste par rapport à notre puissance. Et de comprendre, de réaliser cette puissance-là, imaginez, on a la puissance de sclérer une sclérose en plaques. Nickel. Et on a la puissance de sclérer des cancers, des machins, des trucs. Nickel. Waouh. Et si on mettait cette puissance-là au bénéfice d'autre chose. Et je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est vraiment du vécu, c'est que cette puissance, elle nous ramène à notre être-té, mais à notre divinité, à ce que nous sommes fondamentalement. Et c'est pour ça que pour moi, la com intuitive, ça avait été énorme, parce que je me disais, waouh, mais jamais j'aurais pu penser que j'étais en capacité de faire ça. Ça veut dire qu'il y a plein de capacités qu'on a, mais qu'on n'a pas développé ou qu'on a oublié ou qu'on a mis en veille, etc. Et donc, plus on redéveloppe ces capacités, plus on se dit, mais on est des êtres de lumière, des êtres illimités, des êtres aimants et aimés. Et donc, plus on récupère cette capacité-là, cette puissance-là, et plus on est en aptitude à créer autre chose. Et ça me semble le truc, en fait, qui fait que, évidemment, tout le processus peut s'enclencher derrière. À t'écouter, effectivement, on sent que ton chemin, le chemin que tu as emprunté toi et sur lequel tu guides d'autres personnes, c'est pas celui forcément d'aller vers la peur, lui faire face, mais au contraire, ou peut-être pas au contraire, mais de manière complémentaire. Parce que cette peur a une raison d'être, elle est là, elle est présente, mais d'aller construire cette confiance intérieure, cette conscience des ressources que chaque personne a en elle, les faire grandir, les amplifier, pour en aller jusqu'à ressentir ce dont tu parles, cette puissance intérieure. Et quand cette puissance intérieure est à ce point développée, c'est clair que même si la peur est là, on y va. Ouais. Et cette peur, elle vient vraiment, alors de toutes sortes de raisons, mais dans la globalité, elle est là de notre ego. Mais notre ego, c'est pas nous. C'est une partie de nous qu'on peut nourrir, comme certains le font beaucoup, notamment les personnes toxiques. Mais on n'est pas obligé de nourrir ça. Et en fait, cette peur, elle vient souvent nous dire, mais aime-moi. J'ai besoin d'être en sécurité, comme tu dis, j'ai besoin d'être réconfortée, j'ai besoin d'être reconnue. Alors, on peut chercher longtemps d'être reconnu à l'extérieur. Et puis, on peut se dire, bon, le chemin le plus court, c'est peut-être d'aller me reconnaître moi-même à l'intérieur. Ça sera plus direct. C'est le plus court, mais c'est le plus compliqué parfois pour enlever toutes ces embûches, en fait. Mais d'accueillir tiens, j'ai peur, je sais pas, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur qu'on me quitte, par exemple, mais pourquoi? C'est quoi la part qui est vide à l'intérieur de moi? Et c'est quoi cette part de moi qui a besoin d'être remplie? Parce que si on a peur d'être abandonné, c'est qu'on a peur que l'autre qui nous a rempli, par exemple, vienne nous vider de lui-même. Et en fait, toutes ces peurs, quelles qu'elles soient, on pourrait les prendre une par une, mais d'aller combler
ce vide que ça crée, en fait, part de l'amour, part de la lumière, part du réconfort. Alors, dit comme ça peut paraître bateau, mais c'est déjà beaucoup. Ça ne fait pas forcément tout, dans le sens où des fois, il y a des informations à aller voir beaucoup plus précisément pour pouvoir comprendre ça, parce que des fois, on tourne un peu en boucle. Mais déjà, ça fait une énorme part, en fait. Et vraiment, j'en reviens au fait que de récupérer ça donne de la confiance dans sa puissance. Et donc, plus on a confiance qu'on fait des choses et que quand je pense à quelque chose, pouf, ça se réalise, et bien plus on a confiance que notre corps, il marche de la même façon, en fait. Donc, il suffit de penser, entre guillemets, à la guérison pour qu'elle se réalise. C'est un peu facilement dit là. Mais c'est pour dire qu'en fait, à l'intérieur de nous, on va devenir plus puissant consciemment, plutôt que de se croire quelque chose de limité, d'en dessous, de réduit, qui est juste comme ça, une sorte de pantin qui est pris par les autres, par le clan familial, par ceci, cela. Mais non, notre responsabilité, elle est en nous. Personne ne nous a créé de sclérose en plaques, en fait. Personne. Que nous. Alors, on a déjà des petits commentaires ouvrir son cœur. Du coup, il y a beaucoup de cœurs. Merci tellement pour ton témoignage, ce message d'espoir, Caroline. Du coup, bien sûr, je vous invite, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Si vous avez des questions pour Caroline, des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Là, nous avons Annie, par exemple, qui nous dit merci pour ce témoignage qui ouvre des perspectives afin de recouvrer notre vraie nature. Merci. Du coup, Caroline, j'ai vraiment envie, à ce stade-là de cette interview, tu nous as parlé déjà de tout ce que tu as développé, du début, là où tu es parti. Là, maintenant, j'aimerais simplement te demander où tu en es, toi, aujourd'hui, par rapport à la sclérose en plaques. C'est une vieille amie dans le sens que je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Et alors vraiment, pour cette interview, ça m'a posé des trucs de me dire, mais depuis quand je ne suis pas malade? Et en fait, moi, j'ai vu que j'étais guérie depuis au moins 13 ans. Voilà, et je dis vraiment guérie. Je sais qu'on n'utilise pas forcément le même mot avec toi, Pierre, mais je me sens vraiment guérie. Alors, ça a été un cheminement parce que, étant une sorte de fausse maladie, comme je l'appelle, qui vient, qui repart, etc., des fois, il y a des périodes de ce qu'on appelle de la rémission où on peut se dire, j'en ai pas depuis plusieurs mois, plusieurs années, et avec une sorte d'épée de Damoclès, en fait, qui est là. Le matin, tu te réveilles, tu sais, tu sens pas ton bras, par exemple, et tu te demandes pourquoi. Est-ce que juste il est ankylosé ou est-ce que tu as une poussée au bras? Et je pense que tous ceux qui connaissent vivent ça aussi. Et de se dire peut-être au fur et à mesure, bon, et si ça revenait? Et puis après, de se dire, et si je me dis guérie, mais que finalement ça revient, alors est-ce que je me serais menti? Est-ce que je mentirais aux autres? Et donc, c'est une sorte de processus. Et puis, à un moment donné, comme une capacité à dire au revoir à cette amie qui était là, mais qui n'est plus là, en fait. Et donc, ça fait vraiment, depuis un bon paquet d'années, que je sais que c'est plus en moi, en fait. C'est pas que j'essaye de m'en convaincre, c'est que j'y pense même plus. Ça fait plus partie de ma vie. C'est quelque chose. Il faut vraiment que j'y pense pour me rappeler. Là, j'ai fait un job là, pour cette interview parce que il a fallu que je me remette dedans pour me dire ah oui, c'est vrai que j'ai vécu ça en fait. Donc ça fait partie de moi dans le sens où je l'ai dépassé. Donc ça m'a montré la puissance qu'on avait. J'ai pu l'offrir et continuer à l'offrir à plein de monde, etc. Et il y en a plein qui maintenant se guérissent de plein de choses et ainsi de suite, sous plein de formats différents. Il n'y a pas que les maladies qui nous rendent malades. Et de pouvoir se dire là, c'est plus là en fait. Donc, c'est vraiment plus là. Donc, je ne sais pas comment je me considère. Guérie, oui, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai été malade? C'est peut-être ça la question finalement. Mais sans jouer sur les mots, ça fait, voilà, ça a été en douceur sur la confiance que j'avais que ce soit fini. Mais ça fait vraiment un bon bout de temps que ça ne fait plus partie de moi, que ça fait plus partie de mon corps, que je n'ai plus aucune séquelle physique. Et ça, c'est top. Parce que pendant un certain temps, ça a duré. J'avais plus de poussée, mais j'avais des séquelles physiques. L'œil un peu qui revenait quand j'étais fatiguée, ou des sensations dans le bras que certains connaissent, et dans les jambes lourdes, etc. Et au fur et à mesure, tout est revenu, en fait. Et tellement mieux qu'avant. Et j'ai l'impression que plus je mûris en âge, on va dire, plus je vieillis, et mieux je me porte. Et c'est juste magnifique, c'est vraiment magique en fait. Je me sens en bien meilleure forme maintenant que quand j'avais 20 ans. Donc ça, c'est vraiment top. Et je ne suis pas une warrior. Ça, c'est vraiment important. C'est que c'est juste, si je le fais, si je le vis, c'est que tout le monde peut le vivre en fait. Il n'y a pas un truc
j'ai pas reçu, je sais pas, un bon pour être guéri alors que les autres l'auraient pas. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment juste un cheminement. Par contre, c'est lâchez pas en fait, lâchez pas l'affaire et voyez quelle est la part de victime en vous qui veut encore être malade. Et ça, c'est super important d'être honnête avec soi parce que j'entends souvent des personnes en consultation maintenant que j'ai. Et ça, c'est un peu jouer avec le feu mais en fait, être malade, quelle que soit la maladie, ça me permet de prendre du temps pour moi. Ouais. Mais c'est quand même un peu un enjeu fort de mettre son corps en péril juste pour prendre du temps. Donc, si à un moment donné, vous comprenez que vous avez besoin de temps pour vous, que vous avez besoin de vous réaligner par rapport à ce que vous aimez faire, à votre vie, parce que en fait, vous n'êtes pas en cohérence avec votre vie, c'est juste une évidence, sinon on n'est pas malade. Mais de dire stop, ok, j'arrête et maintenant je mets les choses en place pour me respecter en fait, pour honorer vraiment la présence que je suis, la divinité que je suis à l'intérieur et à accueillir cette lumière d'amour qui est en nous tous. Ça fait, donc il y a Michel qui dit un peu quelque chose un peu comme toi là. Elle a aussi eu des lésions de sclérose en plaques, mais elle utilise ce mot-là aussi, totalement guéri. Ouais. Du coup, pour toi, ça prend quel sens ce mot-là, guérison? Comment toi tu le sens à l'intérieur de toi? Tu le définirais comment? Là, c'est comme quelque chose qui n'existe plus en fait. C'est oui, comme tu disais, de plus l'avoir dans ses pensées, mais de plus le ressentir. C'est quelque chose qui n'existe plus. Ça n'existe plus en moi, ça. Ça ne veut pas dire que je suis à l'abri de tout, mais je sais que potentiellement j'aurai la capacité de changer ça. Et puis si ce n'est pas le cas, je passerai à autre chose. Mais dans le sens, je changerai de vie, c'est pas grave. Mais cette guérison, pour moi, c'est vraiment l'idée de hop, voilà, on annule, c'est un peu supprimé. Voilà, on passe à autre chose. Effectivement, on est pour l'instant dans une vision un petit peu de cette vision du monde médical qui nous raconte que la sclérose en plaques est incurable. Parce qu'effectivement, le fait est que la majorité des personnes, on va dire, clairement, a une évolution de la sclérose en plaques qui est une maladie dégénérative et qui, malheureusement, pour certains, font qu'ils terminent en fauteuil roulant. Donc là, c'est ce que la médecine voit la plupart du temps. Mais néanmoins, il y a des personnes comme toi ou comme d'autres personnes qui ont fait ce chemin-là et dont je fais partie aussi, qui sont justement dans ce moment-là où il n'y a plus de symptômes, il n'y a plus de signes de cette maladie. Et quand finalement, d'après ce que moi, mon médecin, il m'a dit, écoutez, s'il n'y a plus de symptômes, s'il n'y a plus rien, ça veut dire que vous êtes guéri. La guérison, ça veut dire je n'ai plus aucun symptôme. Après, bien entendu, on est dans cette phase que tu as décrit, où on se dit, mais ok, alors du coup, j'ai plus aucun symptôme, mais on me dit que je suis malade à vie, quoi. C'est un peu comme ça. Un petit peu comme si je devais l'avoir tout le temps avec moi. Et il y a vraiment, je pense, dans ce que tu cites, une démarche très, très importante et qui part en fait d'un sentiment intérieur. En dehors des examens, qui peuvent bien sûr corroborer ça. Pour ma part, c'est cet test IRM où il n'y avait plus rien en fait de visible. Et puis, c'est maintenant, pour ma part, 16 ans sans aucun signe de cette maladie, qui fait que oui, je me sens guéri. Et finalement, il y a cette partie-là du parcours de se dire, au départ, on a cette étiquette de malade, ou même peut-être on ne veut pas l'avoir, on est dans ce déni. Après, on n'est plus dans le déni, mais on porte cette étiquette. On se dit, tiens, si j'ai mal à la jambe, c'est la sclérose en plaques. Si je suis fatigué aujourd'hui, c'est la faute de la sclérose en plaques. Si je souffre dans mon corps, c'est encore la sclérose en plaques. Et d'ailleurs, on passe par toute une phase que vous connaissez pour la plupart, c'est de refus, de ne pas accepter cette maladie. J'entends encore, j'ai utilisé des mots assez forts parce que c'est quelque chose que j'ai entendu encore récemment en accompagnement. Cette maladie, c'est une vraie saloperie. Et bien sûr, on peut comprendre les personnes parce qu'ils sont en train de souffrir dans leur corps, dans leur chair par rapport à ça. Mais effectivement, après, il y a cette étape suivante d'aller vers l'amour de ce qui se passe, comme ce que tu citais, d'aller accueillir ces parts de souffrance et d'aller accepter cette maladie. Et il y a des personnes qui font ce chemin, tu as fait ce chemin, j'ai fait ce chemin, j'ai accompagné des personnes à faire ce chemin, d'aller dans l'acceptation. Et après, quand elles sont là-dedans, eh bien, qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent, c'est bizarre, là,
j'ai déjà eu ces mots-là en accompagnement, j'ai l'impression qu'elle n'est plus là. J'ai l'impression que je me sens guéri. Mais comme si en fait je n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit de dire ça parce que la majorité bien pensante te dit que c'est incurable. Alors du coup, comment expliquer qu'il y a des personnes quand même qui sont arrivées à ce stade de fauteuil roulant? On va peut-être penser à Terry Walsh, qui a fait ce chemin en arrière pour ne plus avoir aucun symptôme. Comment c'est possible? Comment on explique tout ça? Donc moi, je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui de questionner ça et sans remettre en cause, attention, hein, pour moi, ce qui est important, c'est que chaque personne qui a un suivi médical, c'est important de le garder. Mais ça n'empêche pas d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que la clé est à l'intérieur de vous. Et quelque part, cette dernière étape que tu cites, qui est tellement belle, c'est de se dire, voilà, je l'ai supprimé. Je ne l'ai plus là au-dessus de la tête. Si je suis fatigué aujourd'hui, c'est parce que simplement j'ai passé une journée où je ne me suis pas respecté, je ne me suis pas reposé. Non, ce n'est pas tout le temps la sclérose en plaques. Ouais, clairement. Clairement. Et comme tu parlais des traitements aussi, souvent, les personnes, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, me disent, mais vous avez été malade, mais est-ce que je dois arrêter mon traitement? Wow. On n'arrête pas un traitement comme ça, en fait, dans le sens où... alors, demander l'avis du corps médical, certainement. Après, je suis plutôt fan de se demander l'avis à soi-même, mais c'est important de savoir ce qu'on fait. Ne jamais arrêter quelque chose, quoi que ce soit, en fait, tant qu'il y a une peur. Parce que, en fait, arrêter un traitement en se disant « Oh mon Dieu, c'est affreux, si je l'arrête, je vais être encore plus malade parce que j'ai peur de devenir malade. » Surtout pas. Personnellement, je l'ai arrêté sans demander l'avis de personne, mais juste parce que je me rendais compte qu'en fait, il me rappelait que j'étais censée être malade. Et qu'en fait, il me mettait dans un état de souffrance parce que le traitement me faisait mal. Je devais me faire des piqûres dans le ventre 2-3 fois par semaine et ça me faisait des bleus, ça me faisait des douleurs, enfin c'était vraiment très désagréable, alors qu'au quotidien j'avais rien. Je me disais mais c'est fou parce que ce traitement-là qui est certainement très très bien pour des personnes et qui a dû évoluer énormément depuis, j'y connais plus rien, j'étais pas contre ces traitements, c'est juste qu'il était très dur et qui n'avait pas, pour moi, une utilité, sachant qu'au quotidien, j'étais plus malade. Donc, et je sentais qu'en fait, j'étais faite pour être en vie, en fait. Je ne sais pas comment le signifier autrement. Par exemple, j'ai jamais été malade quand je suis partie en tour du monde. Je suis partie 2 fois, 1 an et demi. Et pendant tout ce temps-là, j'ai jamais été malade. Donc, il y a vraiment cette recherche de paix intérieure, de confiance intérieure avant d'arrêter un traitement. Et c'est pas contre le corps médical. Je pense qu'il y a vraiment... moi, j'ai plein de médecins qui viennent me voir en consultation. C'est pas un problème. C'est des choses très, très complémentaires, en fait. C'est vraiment de pouvoir voir les choses autrement, mais de façon complémentaire pour prendre toute la globalité de notre être. Et l'amour en fait partie, en fait. Alors évidemment, on ne va pas vous faire une prescription d'amour, mais on peut peut-être se la faire à nous-mêmes, cette prescription d'amour, tiens, c'est une idée, pour prendre l'ensemble de tout ça et accepter que c'est possible. Alors oui, c'est super difficile par moment de se dire, est-ce que j'ai le droit d'être guérie? Et c'est fou parce que ce qu'on se disait ensemble avant, Pierre, des fois, il y a des corps médicaux, ça se dit comme ça, oui, des corps médicaux, qui vont te dire, mais ok, tu peux te faire plaisir et dire que tu es guéri, mais en fait, tu as une rémission ou on l'a fait il n'y a pas longtemps, on ne m'avait jamais dit ça, ou en fait, peut-être qu'il y a eu un mauvais diagnostic. Je me suis dit, mais pourquoi essayer de chercher des trucs incompréhensibles ou des trucs pour dire que j'avais pas une sclérose, alors que vraiment, je l'ai vécu vraiment dans ses profondeurs, parce que j'ai pas le droit d'en guérir. C'est quand même assez phénoménal comme principe de dire, oui, mais ça correspond pas à la formule qu'on a mis, quoi. C'est comme une formule mathématique qui s'accomplit pas pour tout. Oui, mais peut-être juste se donner la possibilité qu'on a tellement de puissance et que ça se réveille beaucoup en beaucoup de monde, cette puissance intérieure, et c'est pour ça qu'il y a plein de guérisons, et je suis évidemment pas la seule, et t'es pas le seul, et il y en a dans toutes sortes de pathologies, donc ça se réveille, on prend conscience en fait qu'on n'est pas ce corps réduit, et qu'on a une responsabilité, on a un pouvoir autre que celui de donner la responsabilité au corps médical, qui fait vraiment de son mieux, qui peut être très très chouette, etc. Il n'y a vraiment rien contre, mais qu'on peut travailler ensemble pour se dire, si tu as une option d'en sortir, alléluia, vas-y, c'est vraiment... c'est que du bonheur, en fait. Et je le souhaite vraiment à chacun, vraiment. Parce que je sais vraiment comme ça peut être tellement difficile. Oui, tout à fait. Alors, du coup, c'est clair que
Simplement, si vous hésitez à vous lancer là-dedans, dans ce côté complémentaire d'aller à votre rencontre, mais que finalement, posez-vous la question, qu'est-ce que vous risquez vraiment? Est-ce que, parce que par moment, effectivement, les personnes se disent, ben, je vais être déçu, j'ai peur d'être déçu. J'ai peur d'être déçu et de me dire que, finalement, ben, je m'en sortirai finalement au final pas. Mais en fait, non, bah, derrière en fait, l'objectif de la guérison, c'est même pas en fait aujourd'hui le plus important. Le plus important, c'est le chemin qui va être parcouru. C'est tout ce que vous allez faire pour vous rencontrer. Et je vous assure qu'une personne qui retrouve son chemin, les choses vraiment qui lui correspondent, avec lesquelles elle se sent alignée, il y a un bien-être déjà qui va se développer. Et même s'il y a encore des symptômes, là, clairement, ce que j'ai pu constater sur ces personnes-là qui font ce chemin-là, c'est qu'il y a vraiment une amélioration sur le plan psychologique, sur le plan physiologique. Et après, bah, pourquoi pas, effectivement, se dire que oui, sortir de la sclérose en plaques, en guérir, c'est quelque chose qui est possible. Sans qu'il y ait aucune promesse de ça, mais pourquoi ne pas tenter? Pourquoi pas oser aller à la rencontre de soi? Du coup, bah, par exemple, là, on a Michel qui nous dit, par rapport à sa sclérose en plaques, que ça n'a plus de place. Elle pense comme un lointain souvenir qui me donne la force des mots pour soutenir ceux qui traversent la maladie. Lily qui espère que tous ceux qui écoutent et qui sont dans cette maladie seront comme vous, guéris. Je pense qu'effectivement, bah, ce chemin a été parcouru par plusieurs personnes. Reconnaissons-le pour l'instant, une minorité, c'est sûr. Mais si quelqu'un, on est tous des êtres humains, si quelqu'un a parcouru ce chemin, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité quelque part, s'il y a quelque chose à chercher. Et voilà, peu importe le temps que ça prendra, peut-être, on ne sait pas, 1 mois, 1 an, 2 ans, je pense que c'est important d'y aller. Je crois qu'il y a un droit à s'accorder. Et ça va avec le droit à l'existence qu'on n'a pas forcément quand on arrive sur Terre, en fonction de la famille dans laquelle on arrive, etc. Et même si on est aimé, j'ai pas manqué d'amour quand j'étais jeune. Mais ce droit à l'existence, c'est de se dire j'ai le droit d'exister, donc j'ai le droit d'être guéri aussi, de reprendre ce droit-là. Parce que c'est énorme quand même qu'on te dise bah non, c'est incurable, donc en fait, tu peux pas. et c'est de récupérer ce droit, et ça va avec sa propre puissance. Et il y a un truc qui me semble important, c'est quelqu'un qui est malade depuis longtemps. En fait, se crée une personnalité par rapport à ça. Et donc, ça devient une étiquette, qu'elle soit plus ou moins importante. Ça peut être l'étiquette aussi de celle ou celui qui est super fort et qui est super warrior. Mais finalement, s'il n'y a plus ça, s'il ne lutte pas dans la maladie vis-à-vis de tout le monde, qui il est? Et cette personnalité qui s'est créée autour de cette maladie, parce que à un moment donné, c'est là, donc on fait avec, on vit avec et ça grandit. Mais je le vois souvent, c'est un peu, mais qui je suis si je ne suis pas ça? Et ça, c'est important que vous n'êtes pas la maladie, en fait. Vous n'êtes pas ces symptômes-là. Ils font partie de vous. C'est un manque d'amour, mais une fois que vous les aimez, vous pouvez vivre autre chose. Mais ça veut dire se montrer tel que l'on est et être authentique face aux autres sans avoir besoin d'un apparat, quel qu'il soit. Là, c'est une maladie et on le voit vraiment beaucoup, en fait. Et vraiment que ce soit dans le rôle de victime ou dans le rôle de warrior. Et c'est important de pouvoir être honnête avec soi pour pouvoir se détacher de ça. Sinon, ça veut dire qu'on nourrit toujours quelque chose. Et finalement, si on le nourrit constamment, on ne pourra pas s'en libérer, en fait. C'était important. Alors, du coup, elle nous parle encore de cette épée de Damoclès dont on parlait avant. Et elle nous dit qu'elle est encore dans ce cas-là. Elle se demande au bout de combien de temps elle pourrait s'autoriser à arrêter d'y penser, d'avoir peur que ce ne soit pas juste un répit. C'est difficile. C'est la question, c'est au bout de combien de temps? Oui, j'entends bien. En fait, j'ai vraiment envie de dire, c'est comme tu le sens, mais toutes les étapes que j'ai évoquées, je les revois constamment chez tout le monde, en fait. Et je la vois vraiment sur moi. Mais le temps, il dépend de chacun. Tant que tu as peur, c'est que c'est pas passé, mais c'est pas que la maladie n'est pas passée, c'est que tu n'as pas accepté d'être guéri. Et donc, d'avoir confiance et d'accueillir, parce que là, il y a beaucoup de tristesse en fait en toi, donc d'accueillir que cette part-là, elle a besoin d'être réconfortée. Il y a vraiment, mais là, je suis désolée, je ne peux pas le faire autrement que le faire intuitivement, mais il y a vraiment une part de toi, alors je ne sais plus son prénom, mais c'était Anne-Laure. Anne-Laure, qui ne s'est pas exprimée dans la vie.
qui n'a pas été entendu et qui n'a pas été entendu pour sa propre souffrance et pour son manque d'intérêt. Il y a tout le panel là qui est autour, mais je ne vais pas aller plus en détail parce que ça serait très, très personnel pour cette personne. Mais moi, je t'invite à exprimer, en fait, à exprimer qui tu es, à exprimer ce que tu veux, à exprimer tes douleurs, tes souffrances, tes blessures, à être vraiment à l'intérieur de toi et à accepter que tu as le droit de t'exprimer pour ce que tu es, parce qu'il y a quelque chose qui se fait tout petit. Donc, tant que ça se fait tout petit, en fait, tu peux pas grandir et tu peux pas te dire, OK, c'est terminé. Et cette expression, elle te sera vraiment salvatrice pour au moins prendre cette part-là de toi, en fait, pour pouvoir grandir et passer à autre chose et pouvoir se dire à un moment donné, OK, là, j'ai été entendue, je me reconnais et donc je vais sur autre chose. C'est un peu vite résumé, mais c'était très fortement là. Merci Caroline pour cet éclairage. Et donc, Laure d'ailleurs te remercie aussi. Merci beaucoup, ça résonne clairement. Merci Anne-Laure. Alors bon, effectivement, Caroline, on a déjà évoqué bien sûr ce chemin que tu as fait entre effectivement ce début et là aujourd'hui, là où tu en es maintenant. Et d'ailleurs, tu sais, Hippocrate lui-même, il disait, hein, si tu es malade, recherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir. Du coup, si toi, tu mets comme ça, comme si on avait deux photos, un peu comme nos deux miniatures là dans vidéo, si tu as la photo de toi avant, quand tu as la sclérose en plaques, et la photo de toi maintenant, guéri de cette sclérose en plaques, c'est quoi les principales différences là que tu verrais? Alors, déjà, de ne plus rechercher la reconnaissance à l'extérieur de moi. D'être beaucoup plus en paix, même si j'ai toujours une énergie assez, je ne sais pas comment le dire, assez vive, mais d'être en paix intérieurement et d'avoir grandi, mais grandi aussi expansé. Parce que je ne suis pas qu'un corps, et ça, c'est vraiment important, comme tout le monde, et d'avoir cette conscience-là me permet d'avoir tellement expansé d'un point de vue intuitif, dans la conscience, dans les capacités, que c'est passé de tout petit à tellement plus grand. Et cette expansion a radicalement changé intérieurement. Mais il y a vraiment beaucoup d'amour, et beaucoup d'amour ressenti pour ce qui est, en fait, pour la beauté de la création, pour le divin, pour tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'il y a un flux d'amour, en fait. Et avant, c'était comme si c'était à la recherche de quelque chose, mais que c'était séparé, en fait, de ce qui est. Et donc, mettez les mots que vous voulez dessus, la source, l'univers, Dieu, etc. Mais que c'était séparé de ça pour revenir sur un chemin où c'est complètement plus qu'en lien, hein, je ne sais pas comment le dire, en fait. Et que c'est une résonance qui permet de s'ouvrir. Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'amour, mais ce qui est difficile, c'est pas forcément de ne pas en recevoir, c'est de ne pas réussir à en donner. Et d'être bloqué dans cette capacité à donner de l'amour et à ce qu'il soit reçu, en face, ailleurs, partout, c'est très difficile parce que ça veut dire qu'on a le flux de la vie, en fait, ne nous traverse pas. Et donc, entre le avant et le après, je dirais que le flux de la vie me traverse pleinement. Et il y a toujours des zones, hein, je continue à ouvrir toujours des zones plus, mais de pouvoir être là au service d'apporter de la lumière, apporter de l'amour et de le diffuser. Et avant, je pense qu'il y avait vraiment cette envie, cette recherche, mais il y avait beaucoup de colère contre moi. Je devais être en colère contre plein de monde aussi, d'être recherche de reconnaissance absolue de mais si j'existe, regardez-moi, j'existe, j'ai le droit d'exister, etc. Il y avait vraiment tout ça. Donc, ouais, de petit à grand, je ne pourrais résumer ça. Et puis là, ce que j'aimerais aussi, dans la même lignée là, de la question précédente, te poser comme question, c'est là, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as expérimenté, du coup, cette grandeur, cette puissance qui est non seulement à l'intérieur de toi, mais même qui s'est expansée au-delà de toi, avec tout ça, finalement, quel message tu aurais peut-être souhaité transmettre à cette Caroline de 20 ans au moment où elle a commencé ça? C'est à ton avis, c'est quoi le plus important que tu aurais souhaité lui transmettre si tu avais pu lui transmettre ce message et peut-être lui faire, bon, imaginons, gagner du temps ou faire prendre conscience de quelque chose d'important? C'est très fort, là, comme question. Intérieurement, j'entends, c'est très fort. Que je l'aime. Que je l'aime vraiment très fort, qu'elle peut avoir confiance, qu'elle est aimée et qu'elle n'est pas abandonnée là sur Terre, séparée de tout, mais qu'elle est vraiment aimée et que ici, là, ça l'aime très fort. Ouais, et qu'on l'attend. Qu'on l'attend avec impatience.
D'ailleurs, par rapport à ça, on a Ourida qui nous parle effectivement de est-ce qu'un thérapeute peut nous aider pour faire ce travail, pour ne plus être seul. Donc là, il y a cette solitude souvent qui est présente aussi chez les personnes. Qu'est-ce que tu en penses, Caroline? Ben oui, bien sûr. Alors, il y a toutes sortes de thérapeutes et je suis là s'il y a besoin, bien sûr. Et Pierre, tu es là aussi. Et en fait, on va voir des choses différentes mais complémentaires. Donc, oui. Mais Ourida, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui dit de prendre ta place d'adulte, en fait, de te mettre d'oser être adulte par rapport au regard, et au regard beaucoup familial d'ailleurs, qui te met encore dans une place de sorte de soumission que tu acceptes. Ce qui fait que ça met dans une solitude d'enfermement, hein. Déjà. Ok. Écoute, merci Caroline pour cet éclairage pour Ourida. Du coup, là, j'aimerais bien te proposer pour un petit peu changer de rythme, de faire un petit interview en mode flash, questions courtes, réponses courtes. Est-ce que ça te tente de lancer ça, Caroline? Yes, vas-y Pierre, lance. C'est parti. Alors Caroline, si tu devais me dire une seule chose dans ton environnement qui a été déterminant pour guérir de la sclérose en plaques, ce serait pour toi? J'ai droit à 2 mots quand même. Vas-y, vas-y. L'amour et la paix. L'amour et la paix. Donc un environnement vraiment, tu baignes dans l'amour et dans la paix. Ouais. Et la capacité à donner de l'amour. Capacité à donner de l'amour. Super. Ensuite, quels sont, à ton avis, les comportements qui ont été déterminants aussi dans ce chemin-là vers la guérison pour toi? Mon comportement à moi? Oui, tes comportements, ouais, à toi, qui ont été déterminants. Ah, mais c'est super dur de répondre en si peu de temps, en fait. D'avoir le courage de m'accepter, en fait, et le courage de dire non. Et je dirais aussi le courage de dire oui, mais de dire oui à la vie. Ouais. Ok. Je fais hyper court, là. Ah, c'est magnifique ce que tu dis, hein, franchement, bravo. Sinon, finalement, sur quelles ont été les capacités, les ressources ou l'énergie que peut-être auquel tu as fait appel pour vraiment aller sur ce chemin? Si tu devais en citer une ou deux. Bah, l'intuition, évidemment. L'intuition. Et une fois de plus, l'amour, parce que pour moi, ça va avec. C'est comme ça que je la côtoie. En tout cas, cette intuition qui nous met en lien avec le divin. J'ai envie vraiment de l'appeler comme ça. Avec le divin et donc cet amour-là. Ok. Et là, si maintenant on va au stade des croyances boostantes ou des valeurs qui ont été comme un moteur pour toi, pour aller sur ce chemin-là, ce serait quoi pour toi? Que je suis capable, que je suis puissante, comme tout le monde, hein, mais de pouvoir l'accueillir à l'intérieur de moi et que je suis digne d'exister, que j'ai une place ici aussi. Que je suis digne d'exister. Super, magnifique. Et sinon, au stade de ton identité, vraiment l'identité que tu as développée, qui fait que là, clairement, ce chemin-là de guérison a été accessible, a été parcouru par toi. C'est quoi une identité pour toi? Une identité, c'est la manière dont tu te définis, peut-être, dans qui tu es, finalement, ce qui te caractérise à travers ta vie, ton expérience. C'est quelque part, est-ce que c'est cette identité d'exploratrice de puissance intérieure ou comment toi, en fait, tu définirais cette identité que tu as pu construire pour vraiment ancrer ton être dedans? Ok. Là, ce qui me vient, c'est surtout d'être au service, en fait. D'être un élément pour laisser fluidifier à l'intérieur de moi. Que ce soit l'intuition, les infos, l'amour, la guérison, etc. Donc, d'être... je ne sais pas comment le dire autrement, je n'ai pas le mot qui me vient là, mais... Un canal d'être au service de cet amour divin et de cet amour inconditionnel, en fait. D'être là, voilà. D'être pouf. Donc, une identité de quelque part de serviteur de cet amour inconditionnel. Ouais. Ça me fait penser à la lumière de réverbère, je crois que c'est dans Le Petit Prince, voilà. Qu'est-ce qui t'évoque ça, du coup, cette allumeur de réverbère? Que quand tu laisses fluidifier à l'intérieur de toi et que tu ouvres
pour transmettre, pour donner, ben pouf, 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 ça rallume plein de lumière autour. Et donc, tu permets aux uns ou aux autres de récupérer leur propre lumière et eux aussi d'être canal de lumière et ainsi de suite. Et donc, ça fait une vague de lumière et d'amour. Comme les réverbères, on va dire. C'est beau ce que tu dis. Et puis, peut-être le dernier stade, finalement, ce qui, spirituellement, quelque chose vraiment qui est plus grand que toi, où tu as senti que ça, vraiment, ça t'a guidé sur ce chemin. Ça, c'est tout le temps, ouais. C'est tout le temps d'aller voir tellement, tout le temps plus proche, entre guillemets, de l'absolu, que ça remplit d'une énergie de folie et qu'on est tellement, mais je pourrais le dire 15 000 fois, tellement plus grand que ce qu'on croit, tellement plus puissant et tellement plus aimant et aimé. Et là, si peut-être dernière question dans cette interview flash, quelque part, si tu devais remercier la sclérose en plaques pour un cadeau, ce serait quoi? Comment tu aimerais la remercier et pour quoi tu aimerais la remercier? Je suis vraiment en gratitude de cette sclérose, clairement. Hein. C'était une étape clé. C'est de m'avoir montré que j'avais perdu mon pouvoir personnel. Parce que ça m'a permis de le récupérer et de permettre aux autres maintenant de le récupérer. Et donc, c'est toute une chaîne. Et c'est parce que je l'ai récupéré à travers ça, parce que je m'étais vraiment rendu compte que je l'avais perdu, que j'ai vu passer de l'autre côté. Donc, merci à elle. Beaucoup d'amour pour cette sclérose. Ouais, je crois que vraiment, là, ce que tu dis est très, très important. En tout cas, dans cette histoire, dans ces cheminements que j'ai pu voir chez toi, chez d'autres personnes, il y a vraiment cette notion-là qui revient. Reprendre son pouvoir intérieur, reprendre sa puissance, vraiment devenir qui on est. Ça parle vraiment de ça. Et puis l'amour, effectivement, bien entendu, c'est cet amour, cette lumière, c'est ce qui nous autorise quelque part à y aller pleinement et à la vibrer pleinement. Clairement. Donc, Caroline, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, si on veut te contacter, si on veut peut-être développer cette puissance intérieure que toi, tu as su déjà développer, explorer, faire grandir en toi, comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter ou pour suivre un stage peut-être avec toi? Ouais, il y a plein de choses à faire. J'ai un site internet déjà où j'ai toutes les infos dessus, donc caroline-gauthier.com. Je sais pas, peut-être qu'il est dans la description. Je sais pas, sur le site. Et puis, il y a toutes mes coordonnées dessus. Il y a un site de communicatrice-animal avec eux.com aussi, où il y a tout ce qui concerne tout ça. Et donc, il y a plein de choses en fait. En fait, tout ce qui est vécu est fait pour vous transformer, pour que vous transformiez et que chacun récupère son pouvoir personnel, que ce soit en consultation ou en stage. Pour moi, les stages, il y a une idée d'apprendre à faire des choses, mais derrière ça, systématiquement, ce qui est le plus important, c'est de se transformer. C'est vraiment de récupérer ce pouvoir personnel, de récupérer ses capacités, l'amour de soi, une énergie de joie à l'intérieur de soi et d'être en capacité d'aller se transformer soi-même après. Ça, c'est vraiment important parce que de ne pas être forcément tributaire de quelqu'un. On ne peut pas toujours tout faire par soi-même, ça c'est important. Je me suis brûlé les ailes avec ça aussi, en étant trop dur avec moi. Mais on peut faire une bonne dose par soi-même aussi et au quotidien reprendre son pouvoir personnel, sa responsabilité. Ça passe par savoir comment ça marche à l'intérieur de nous et comment on peut faire. Donc voilà, très très rapidement résumé tout ce que je propose. Et donc les personnes n'hésitent pas à me joindre et même si c'est juste parce qu'elles en ont gros sur la patate, ça peut être dur aussi. Et je ne suis pas là par contre pour tapoter sur la main, c'est pas mon style. Ok, merci pour ces détails, Caroline. Donc là, quelques petits retours par rapport vraiment à ton témoignage de la part de Francine. Merci, chère Caroline, ton témoignage est passionnant. Je vais tout mettre en œuvre pour avancer selon ton exemple, tellement beau. Merci. Merci, Francine, merci. Anne-Laure, bonsoir, merci pour ce super témoignage. Et puis d'autres personnes, Sandrine encore, magnifique témoignage. Ou merci encore Sonia, merci pour vos précieux témoignages. Moi, en fauteuil depuis 4 ans, mais encore toujours avec l'aération, savoir intuitif que je ne suis pas malade et que je peux marcher à nouveau. C'est ça, belle énergie.
Ouais. C'est vraiment, enfin, je me permets pour Sonia, c'est vraiment super important et je dis pas que c'est facile, vraiment. Et je suis tellement en compassion pour ce que tu vis, mais en même temps, je sens qu'il y a énormément de force en toi. Mais c'est que nos cellules passent leur temps à se recomposer, à se retransformer et donc leur donner une autre information, en fait, leur permettre d'irradier autre chose et vraiment d'y aller. Mais Sonia a énormément de puissance en elle en plus. Donc, c'est un autre choix qui est vécu intérieurement. Il y a Claire qui nous dit merci, merci, merci. Et puis, bah, du coup, bah, effectivement, bah, un grand merci, Caroline, pour ce témoignage. Un grand merci pour votre présence à tous et à toutes ce soir, par vos commentaires et tout, effectivement, bah, simplement vos énergies présentes ici pour écouter ce magnifique message de Caroline. Merci, merci infiniment Pierre, vraiment, c'était super, je pense qu'on pourra en parler toute la nuit, mais merci d'avoir donné cette possibilité, je suis contente d'avoir vu ton message qui était passé sous les mailles du filet là, et je suis vraiment ravie de cette rencontre, de t'avoir rencontré, et merci à tout le monde qui était là, n'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit, en fait, et si je peux faire quoi que ce soit pour vous, et merci de m'avoir permis de transmettre comme ça Pierre, c'était vraiment un régal, merci à tous. Bah, merci Caroline hein, d'avoir fait cette démarche tellement importante qu'il y ait des personnes comme toi qui puissent justement montrer ce chemin parce que clairement, bah, on a besoin tous de cette lumière au bout du tunnel, de savoir effectivement dans quelle direction tendre, dans quelle direction aller. Chacun a son histoire, chacun a son vécu, chacun a son chemin, mais quelque part, il y a quand même des choses en commun et toi, tu viens de le montrer avec tout cet amour qui se dégage de toi, cette lumière, cette puissance intérieure qui est là, qui fait que tu as en dehors de cette exploratrice de puissance intérieure, ce côté allumeuse de réverbère pour allumer la lumière chez les autres. Donc merci d'allumer la lumière chez ces personnes-là. On en a grand besoin dans ce monde et j'espère qu'effectivement, on va continuer à œuvrer, à allumer d'autres lumières, que ce soit pour les gens qui ont une sclérose en plaques ou bien sûr toutes ces autres personnes qui souffrent ou qui sont malades. Ouais, vraiment confiance à tous, confiance que les choses peuvent changer radicalement, vraiment. Ouais. Merci Caroline. Du coup, bonne soirée à tous, bonne soirée à toi Caroline. Merci à tous. Merci à tous. Très bientôt. Ciao, ciao.